Résumé des histoires, prédictions. Tu connais mieux. Salut. Bon matin, bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue à ce 98e épisode des Sommeliers de la lutte. Cette semaine, un épisode preview et prédiction du pay-per-view de la All Elite Wrestling World's End 2024. C'est la deuxième fois qu'ils font ce pay-per-view-là en fin d'année et ça nous force à sortir de nos vacances de Noël pour enregistrer des épisodes de prédiction. Puis on est content parce que ça fait quand même un petit bout qu'on n'a pas sorti d'épisodes, qu'on n'a pas sorti de vidéos. Parce que, écoute, c'était la fin d'année. Et c'était aussi, de mon côté, le retour au travail, la folie des fêtes, ensuite partir dans la famille, nouveau bébé, tout le monde veut le voir. Fait que, ouais, c'était comme intense. J'ai comme suivi de côté la lutte, mais j'ai pas pu vous sortir des vidéos parce que j'aime ça quand il y a un peu plus de réflexion derrière tout ça. Puis j'avais pas le temps nécessaire pour vous faire des beaux trucs. Mais ça me tentait quand même de sortir un épisode de prédiction. Et évidemment, comme toujours, avec un questionnaire que vous pouvez remplir en dessous dans les commentaires. Pour ceux qui sont aux vidéos, vous le savez, je ne suis pas seul parce que je suis avec Elisabeth Picard, comme toujours, pour nous faire part de ses prédictions, ce qu'elle va dans sa boule de cristal. Comment ça va, Élie? Ça va super bien. Très contente d'être là. Joyeuse fête à tout le monde. Là, on est un peu passé Noël. On est le 26. J'ai quand même mis mon pull de Undertaker de Noël. Très beau chandail, d'ailleurs. Très cool. Je l'avais jamais vu, ce design-là. Fait que non, c'est ça. Bien occupé de mon côté, moi aussi. Surtout avec le travail, là. Ceux qui ne savent pas, moi je travaille à la zone du Casino de Montréal et bien occupé. Ce temps-ci, là, surprenamment, on s'attendait pas à avoir autant de monde pour Noël, mais Colin, depuis jeudi passé, le monde tombe en vacances, puis ça sort. Ça rentre, c'est ça, ça sort, puis surtout le 25 décembre, qui était hier, on s'entend là au Québec, qu'est-ce qu'il y a d'ouvert le 25 décembre? Il y a le casino puis l'hôpital. Fait que c'est ça. Il y avait quand même beaucoup de monde. Fait que là, aujourd'hui, congé, tranquille, puis analyser un preview de pay-per-view, c'est parfait pour ça. C'est génial. Gros merci de te joindre à nous, comme toujours. Puis, je voyais dans les commentaires, et entre autres à Pierre-Paul qui nous a écrit quelques petits commentaires pour savoir ça allait revenir quand les épisodes et tu continues tout ça. Ben oui, Pierre-Paul, on va continuer ça. C'est juste que on avait un petit peu moins de temps. Puis, comme évidemment, c'est pas une source de revenus, les sommeliers, mais juste un truc qu'on fait par plaisir et par passion. Des fois, quand les obligations sont plus grandes ou le temps manque, faut laisser ça de côté. Mais, effectivement, j'ai quand même participé à un épisode de Let's Play avec Johnny Play et Tony Telgate. Donc, c'est un autre podcast de lutte sur YouTube et je vous invite à aller voir ça si vous voulez mon avis sur ce qui s'est passé à Saturday Night Main Event. Donc, on a fait le review de ça. Donc, comme je ne l'ai pas fait à proprement dit ici, fait que ma review en tant que telle est à travers cet épisode-là. On a jasé de d'autres choses également, des différents matchs, la semaine de lutte et tout. Fait que vous pouvez aller voir sur leur chaîne à eux ce que j'en ai pensé. Et puis c'est ça, comme ça fait quand même un petit mois qu'on ne s'est pas jasé. On va quand même faire un petit recap des gros événements qui nous ont marqués dans le dernier mois, que ce soit WWE ou All Elite Wrestling. Fait que toi, Élie, qu'est-ce qui t'a marqué dans le dernier mois? Qu'est-ce qui m'a marqué dans le dernier mois? Écoute, pas mal de choses. Justement, il y a un Saturday Night Main Event qui s'est passé, là, qu'on n'a pas eu la chance là, de review ou quoi que ce soit. As-tu aimé ça? Oui. Ouais. J'ai aimé pour un show de télé. Par contre, c'était pas un pay-per-view, puis il y a des choses qui méritaient peut-être d'avoir plus le temps d'un match de pay-per-view, comme le match entre Kevin Owens et Cody Rhodes. Ouais. Il y a des bonnes choses. Le match entre Drew McIntyre, Sami Zayn qui a parti le show, très très bon. Liv Morgan et Io Sky, très solide, surprenamment. Puis, tu sais, c'était un bon show, mais
tu voyais que la WWE était sur une chaîne qui n'ont pas été depuis longtemps, puis qu'il fallait vendre le produit. Là, il y avait beaucoup de publicité. Oh là là, ça Même c'était le gros point négatif, selon moi. Là. La ouais, pub, elle était à côté, puis on dirait qu'on avait. On était comme pas dans un Raw, fait que ça respirait pas beaucoup entre les pubs. C'était boum, le match commence, puis 1 minute plus tard, on s'en va en pub, en publicité. Donc, des fois, ça brisait un petit peu les débuts de match, je trouvais. Fait que ça. c'est comme mon petit côté que j'ai moins apprécié de ce show-là. Mais j'ai quand même moins aimé le main event entre Cody Rhodes et Kevin Owens. Surtout la fin qu'on n'a pas vue à la télé, mais qu'on a vue par la suite dans les réseaux sociaux. J'ai quand Ouais. même apprécié ça. La fin du match en tant que tel, j'ai pas capoté à Ouais. 100%. Mais sur le coup, je dis que j'ai pas capoté parce que après coup, tu sais, je revois un peu, tu sais, il tease un peu Cody Rhodes, il turn. Ouais. La participation de JC Ventura, tu sais, qui est bien souligné que dans les commentaires, tu sais, au moment où ce que Cody Rhodes a regardé la chaise, il a dit, vas-tu l'utiliser, vas-tu tricher, tu sais, puis il fait. J'ai pas trippé sur le fait aussi que l'arbitre était à l'extérieur du ring pour faire le compte. OK. Tu sais, je me dis, si les lutteurs doivent être dans le ring pour faire un pin, faudrait que l'arbitre au moins. Tu sais, je comprends qu'il se tenait avec la corde pour signifier que c'était légal, mais tu sais, j'aurais préféré qu'il rentre dans le ring pour faire le pin. Mais je pense qu'il était plus assez en forme, le monsieur. Ben non, mais écoute, Je pense qu'il avait peur il devait d'être pas en en retard. forme tout, là, parce que, genre, clairement, quand Cody Rhodes garochait la chaise à l'extérieur, tu sais, un humain normal l'a vu, là, dans son champ de vision, là, fait qu'il devait être magané en crise par son Mais relevement. là, c'est une arbitre de lutte, c'est pas un humain normal. Là. Deux Des ref petites bumps œillères. dans ce match-là, on se rappelle. 2 ref bumps aussi. Ouais. Mais c'était bien. Puis après le match, ben écoute, le package pile driver de Kevin Owens qui fait son retour, on y pensait depuis un bout, là. On en parlait. Puis c'est ça, c'est finalement arrivé. Puis il vole la ceinture Wing Eagle. Une très belle touche de la WWE d'avoir fait ce que Cody Rhodes voulait, de ramener la Wing Eagle Belt pour une soirée. Mais là, finalement, elle va rester pour un petit bout parce que c'est dans l'histoire. Ouais, c'est fait genre voler. Fait que là, t'es encore dans ça. Je trouve que ça installait bien également le fait que pour la période des fêtes, ça crée une espèce de petite mini-rivalité le temps qu'on se rende sur Netflix autour de tout ça. Fait que ça permet à tout le monde de rester un peu accroché au produit puis de justifier le tout. Justifier également les blessures qui permettent aux gens d'avoir des congés des fêtes. Fait que c'est bien fait. Puis c'est quelque chose qu'on voyait pas nécessairement sous l'ère de Vince. Donner des congés un peu plus longs durant Noël. Donc, je suis sûr que les lutteuses l'apprécient d'avoir vu ça. Parmi... Justement, les shows sont pré-tapés en ce moment. Exact. Ils sont en vacances, ce qui est bien. Puis là, cette histoire-là entre Kevin Owens et Cody Rhodes, j'imagine que ça va durer jusqu'à au moins le prochain Saturday Night Main Event, qui est dans pas si longtemps, là, c'est dans 4 semaines là, déjà. Ouais. Donc, c'est ceux qui regardent le produit juste à NBC pour Saturday Night Main Event vont pouvoir suivre comme la suite de ce qui s'est passé entre les deux. Écoute, je pense que c'est effectivement le plan. Fait que, on va voir si on va se rendre à ça, mais j'ai l'impression que Kevin va effectivement tourner autour. Puis on s'entend, Royal Rumble également est dans un peu plus tard, hein, il est un peu plus tard au mois de février cette année. Donc, ça c'est dans pas longtemps non plus. On s'approche. Exact. Puis on a également l'arrivée sur Netflix, il risque de faire beaucoup d'éclaboussements aussi. Fait que bien hâte de voir tout ça. Sinon, les autres trucs qui m'ont marqué, et écoute, je crois, parce qu'on va y venir un peu plus tard, mais on aura un épisode un peu plus pris et tout ça. Et je crois qu'il sera assurément nominé comme meilleur segment promo de l'année. Et c'est la promo du New Day qui a, écoute, est-ce qu'elle allait exploser? Est-ce qu'elle allait imploser? Qu'est-ce qui allait se passer? Et finalement, on a eu un beau swerve qu'on n'attendait pas. Et moi, j'adore ça en lutte. Quand on commence un segment au micro où la foule chante pour les gentils et que dans le même segment, la foule, qui étaient les mêmes personnes, se met à huer les gens qui sont sur la scène. Et on a eu ça avec New Day lorsqu'ils ont décidé de tourner contre Biggie eux-mêmes. C'était super bien fait, super. Et
je m'en attendais zéro. On s'attendait peut-être plus à une rivalité entre les deux. Et non, que les deux se s'allient pour jeter le blâme sur Biggie. J'ai vraiment trouvé ça audacieux, original, le fun. Et hâte de voir ça s'en va vers où, mais le segment en tant que tel a été très efficace. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Ellie? Ben, comme toi, j'ai adoré. J'ai été swerve Ouais. comme tout le monde parce que, tu sais, dans les derniers mois, ben, on teasait le break-up entre Kofi et Xavier. Tu sais, déjà, avec l'histoire avec Odyssey Jones quelques mois, tu sais, ça s'enlignait vers probablement un turn de Xavier Woods dans toute cette histoire-là. Bon, finalement, tu sais, Odyssey Jones n'est plus dans la compagnie à cause d'allégations. Ils ont réussi, malgré tout, à rendre ça encore meilleur que ce qu'ils auraient fait avec Odyssey Jones, à mon avis. Parce que même la semaine avant le 10e anniversaire du New Day, qu'on voyait comme étant le moment où il va y avoir un break-up ou un turn officiel, mais la semaine avant, il y a une grosse confrontation entre les deux backstage qui se donnaient des grosses vérités, là, genre Kofi t'a perdu en 8 secondes contre Brock Lesnar. Ah, toi, Xavier, tu seras jamais champion du monde, nanana. Tu sais, Ah oui, fait que beaucoup. ça s'enlignait vers juste ça. Puis même juste avant, tu sais, ils avaient l'air de juste être là pour annoncer que c'est terminé New Day. Ouais. Biggie se pointe, veut être leur manager, il veut Ouais. revenir, tu sais, tant qu'il sera pas clair, il veut être leur manager. Puis eux sont juste comme, ah, c'est maintenant que tu reviens. Ouais. Ah, mais vous savez, j'ai brisé mon cou. Ah ouais, mais tu sais, Stone Cold a brisé son cou, il est revenu. Kurt Angle aussi, Edge aussi. Tu sais, fait que c'était comme, ah, voir qui disent ça avait juste pas d'allure. Ouais. Puis, ben, depuis ces semaines-là, c'est qu'eux, ils jouent le personnage heel justifié. Genre, on n'a rien fait de mal. Ouais. Genre, on aurait pu y péter à la gueule dans le ring. On aurait pu, genre, le beat up devant vous autres. Pourquoi vous nous haïssez? Genre, c'est pas nous les méchants, c'est vous autres qui tournez contre nous. Puis même ce lundi à Raw, la mère de Kofi Kingston, ça j'ai adoré, la mère de Kofi Kingston qui est dans la foule. Kofi dit, vous pouvez pas me faire ça, là, ma mère a volé 20 heures du Ghana, puis là vous me faites ça. Puis là il arrive pour lui faire un câlin, elle désapprouve. Puis tu sais, Charlotte à la mère, tu sais, qui a pas tant de talent d'acting, mais qui a quand même compris, tu sais, ce qu'il fallait qu'elle fasse, puis qui est juste parti, puis la foule qui criait Kofi's mom après ça. Ouais. Fait que c'est vraiment bon. Écoute, ça a mis du bois dans le feu de New Day, que ça faisait quand même quelques temps. J'aurais même peut-être un bon 2 ans qu'on était un peu plus stagnant dans le rôle qu'on avait. Du low card, un peu de luxe pour servir un peu de tremplin. Et là, ben, on leur redonne un nouveau souffle. Puis à la base, tu sais, New Day, ça se voulait une faction de méchants, mais la foule a toujours un peu plus été de leur côté. Ils ont eu des petites passes de méchants, mais qui n'est jamais vraiment resté parce que la foule a toujours été derrière eux. Et on dirait que c'est comme une première run qu'on a vraiment. Moins certain du côté de Kofi, de son. À quel point il est capable de transcender l'écran en tant que méchant. Mais Xavier, je le trouve particulièrement bon dans son jeu d'acteur, dans son timing de méchant, de heel. Et à voir, ça s'en va vers où, mais j'ai l'impression que quand même relativement jeune, Xavier, dans le sens où il serait capable d'avoir une run solo. Des trois, lui et Biggie étaient les deux plus jeunes. Donc, j'ai hâte de voir, ça s'en va vers où, parce que j'aime vraiment ce qu'on fait avec eux et on les amène vers la ceinture par équipe, j'espère bien, parce qu'ils méritent. Je me rappelle même cette semaine, vraiment bravo à la WWE qui mettent New Day backstage et Dominic Mysterio qui passe vers eux. Puis là, eux sont comme, ah, ben, tu sais, enfin, quelqu'un qui va nous comprendre, tu sais, quelqu'un qui se fait rire, tu sais. Mm-hmm. Et il fait juste dire, j'aimais pas Biggie, mais ce que vous avez fait, c'était vraiment trop fun. Il s'en va. Mais tu sais, le gars aussi qui se fait huer, genre, peu importe ce qu'il dit, parce qu'en ce moment, c'est ça, le New Day, ils essayent de parler, puis ils se font ultra huer, exactement comme Dominic Mysterio. Même lui, il est comme, non, vous avez pas rapport. Non, mais on surfe bien sur cette histoire-là. Fait que bravo pour le booking de tout ça. Fait que moi, c'est les trucs qui m'ont le plus marqué dans le dernier mois. Évidemment, la classique continentale qui offre quand même des excellents matchs à travers le dernier mois. Fait que, on va y arriver avec le preview du show en tant que tel de World's End. Mais avant toute chose, vu qu'on on va faire
le top 5 de tes meilleurs matchs, Eli, en 2024. On commence Ouais. ça avec qui en numéro 5? Ben écoute, juste dire, j'ai décidé de faire ça parce qu'on est en fin d'année, Ouais. tu sais, on fait des top 5. Là, je veux juste dire, c'est un top 5 de mes matchs préférés cette année avant le pay-per-view World's End. Évidemment. Parce que la carte laisse présager peut-être qu'il va y avoir un match qui pourrait tu sais, battre tout ça. Mais gars, On on va va voir. C'est le temps de faire une rétrospective de l'année. Fait Ouais. que Est-ce que tu y mes es 5 resté matchs, seulement du côté des deux grosses compagnies principales? ouais, je suis allé simple parce que j'ai Parfait. pas assez vu de matchs TNA, New Japan ou NXT Parfait. pour ajouter. Donc en 5, ben, il y a sûrement plein de matchs que tu vas te rappeler puis être d'accord. Probablement. 5e position, Will Ospreay contre Pac Ouais. à All Out Le 2024. combat du Poison Rana, un peu. Le combat du Poison Rana sur le apron, Ouais. exactement. Écoute, quoi dire de ce match-là, à part que c'est deux gars avec une chimie écœurante, deux lutteurs anglais écœurants qui nous ont offert un match complètement débile dans un show qui avait déjà de la qualité incroyable dans d'autres matchs. D'ailleurs, je vais revenir dans une autre position. Alors, Will Ospreay qui l'a l'emporté, si je me souviens bien, contre Pac à ce moment-là. C'est le match qui était pour la ceinture internationale. J'ai une photo, justement, on voit en ce moment. C'est une photo de Will Ospreay qui fait un kick et la photo s'appelle genre Absolutely Ridiculous Shot from Will Ospreay. Puis Will Ospreay est juste à l'envers en train de kicker Pac. Ça, c'est un match que j'ai beaucoup adoré, comme d'autres matchs de Will Ospreay dans cette année-ci. Mais celui-là, vraiment Un de tes beaucoup aimé à préférés. cause de la chimie avec Pac. C'est vraiment très bon. 4e position, le Street Fight entre Willow Nightingale et Chris Statlander, Ouais. aussi à All Out 2024. Match qui sort de Fait nulle que, part un peu, hein, parce qu'on l'attendait pas, puis non. ils ont livré vraiment un excellent combat. Ils ont livré un excellent combat avec des spots incroyables qu'on n'est pas habitué nécessairement à voir dans les matchs féminins. Non. Puis juste là, la photo qu'on va voir, c'est la shot du néon face à Chris Statlander. Quelque chose qu'on n'utilise pas beaucoup dans les compagnies Alors, principales, le néon. Là. alors exactement. Puis ça rentre. Puis écoute, les autres spots, les thumbtacks, le spear dans la table. Puis non, ça a été un match qui n'a pas été extrêmement long. Ça a été quoi, 14-15 minutes. Mais ça nous a tellement comme flabbergasté vu qu'on s'en attendait pas que genre c'est un des meilleurs matchs selon moi le meilleur match féminin cette année ouais. Dans les compagnies principales. Puis moi, j'ai beaucoup aimé le petit genre, puis ça n'a pas rapport avec les filles, là, mais j'aurais aimé ça parce que c'était un peu le troisième match, une trilogie entre les trois. Et on terminait ça un peu avec un point d'exclamation, un super bon match entre les deux filles. Et par la suite, pour des raisons de peut-être on manquait de heal, on manquait de face, on a décidé de faire des turns un peu bizarres suite à ce match-là. Donc, c'est comme si on avait oublié en fait toute cette histoire-là et qu'on a fait un reset sur les deux trucs. Alors que ce match-là, je trouve, méritait d'avoir une place importante dans l'histoire storyline de tout ça. Et le lendemain, quasiment, Statlander est devenu gentil pour aucune raison. Puis Willow était reparti un peu ailleurs. Donc, mais le match en tant que tel était vraiment très bon entre les deux. Ensuite, troisième position, là, on recule à WrestleMania 40. Un match qu'on pourrait oublier, mais que moi, j'ai particulièrement... je me rappelle particulièrement. C'est Gunther contre Sami Zayn pour la ceinture intercontinentale. Écoute, la raison pourquoi ce match-là est aussi haut dans mon classement, c'est vraiment l'émotion vécue pendant ce match-là. Parce que avant ce match-là, je m'attendais pas à ce que Sami Zayn l'emporte. Je croyais que le règne de Gunther allait continuer encore un petit bout avant qu'il s'en aille pour la ceinture principale. Et je me suis dit, ben, crime, ils vont nous faire le même match de Sami Zayn comme d'habitude. Là, il y a un moment qu'on va y croire qu'il va peut-être gagner, puis finalement, tu sais, le gros méchant va l'emporter.
Mais finalement, non. Pendant le match, il y avait clairement une dynamique différente, tu sais, avec la femme de Sami Zayn qui était à l'extérieur. Qui Puis, déconcentrait aussi Gunther. C'est un peu l'angle qu'on a pris pour faire justifier la défaite. Fait que Gunther n'était pas 100% concentré sur tout Sami. à fait. Et même, ça a même commencé, si on veut, dans l'entrée de tout ça, avec un Sami Zayn un peu ouais, comme dans le temps. Il est en arrière, backstage, et, avec son fils, sa femme, tout ça, et s'aligne vers le ring. Et ça raconterait vraiment une histoire très claire, du début à la fin, y compris avec l'intro, et quand même le rôle important que la femme de Sami a dans ce match-là pour jouer un peu dans la tête de Gunther. Fait que, ouais, écoute, j'ai vraiment apprécié, mais c'est un de mes matchs préférés de ce week-end-là. Tout à fait. Puis le finish, ben écoute, juste incroyable. Tu sais, on a déjà vu Sami Zayn champion Ouais. intercontinental, mais juste le fait qu'il mette fin au règne historique de Ouais. Gunther, puis le kick à la fin, puis le pin, c'est comme juste la belle émotion de voir Sami Zayn, le underdog, qui bat le gros Gunther, puis Gunther qui a pas paru mal du tout dans ce match-là. Fait que non, j'ai beaucoup adoré. Moi aussi, c'était un de mes matchs préférés de ce week-end de Mania, là. Maintenant, Ensuite, deuxième. deuxième position, c'est le Hell in a Cell match entre Drew McIntyre et CM Punk. Ouais. Incroyable, incroyable ce qu'ils ont réussi à faire cette année. Leur rivalité, selon moi, c'est la meilleure rivalité de l'année. Et le build-up vers Hell in a Cell, on s'entend, c'est une stipulation qu'il faut qu'il y ait une raison. Ouais. On le dit souvent, quand il y avait le pay-per-view LNSL, c'était pas le fun parce que on forçait des histoires à se terminer en LNSL. Là. Des fois, c'était 2 ou même 3 matchs LNSL dans une soirée, puis ça avait pas d'allure. Là, c'était justifié, puis il y avait le côté historique avec Bad Blood qui revenait le pay-per-view, mais le match a tellement livré en plus. Ouais. Ça a été violent, ça a été sale. Là, on va voir une photo, là, c'est le sharpshooter de CM Punk sur Drew McIntyre qui a la face en sang, pété à cause du fameux coffre à outils dans sa face. Je me rappelle du spot de Drew McIntyre qui rentre dans l'escalier en essayant un Claymore. Il y a juste des affaires incroyables dans tout ça. Puis l'histoire a tellement bien terminé, puisque c'était leur 3e match. Ouais. Puis c'était le meilleur match. Il fallait que ce soit le meilleur match. Puis juste genre, wow, je pense que tout le monde donne 5 étoiles à ce match-là. Puis ils ont parti le pay-per-view. Puis ça a parti d'une manière assez intense, d'une manière qu'on s'attend pas de la WWE. Fait que ça marque un changement un peu de garde, un peu de mentalité par rapport au booking. Fait que non, je pense que ce match-là est très important dans l'histoire de la WWE cette année en plus. Ouais, puis j'ai beaucoup apprécié le build-up du match, de l'histoire, où les deux lutteurs ont mis over, non pas eux-mêmes, mais bien la structure ou le match Hell in a Cell. C'était beaucoup ça qui était mis au centre des promos des deux lutteurs. Euh, et, euh, et ça l'a ajouté de quoi? Puis de la manière que le booking à l'intérieur du match s'est fait, je trouve que ça a été un des Hell in a Cell les plus originaux dans les dernières années, puisqu'on a utilisé quand même beaucoup de spots. Justement, l'escalier là, qui tombe sur le dos, là, tabarouette, que ça avait l'air de faire mal. Puis c'était quand même aussi. La souplesse sur la table là, Ouais. de l'extérieur, là, que ça avait quasiment Ah pas ouais, d'espace. ouais. Que j'ai oublié de parler. Là. Ah non, puis le fait que c'est CM Punk a quand même rendu quand même avancé, puis il l'avait mis de l'avant à l'intérieur de la construction du match. Un âge avancé, que son corps avait peut-être plus nécessairement je sais pas, l'énergie ou le bump rate de faire un bon Hell in a Cell. Ben, il nous a livré peut-être son dernier Hell in a Cell, mais ça en a été tout un. Fait que félicitations aux deux gars qui ont terminé leur rivalité sur une haute note. Bien aimé moi aussi. Risque d'être dans les miens, celui-là également. Bien aimé aussi. Ouais. Et finalement, première position. Ben, numéro 1, écoute, quand j'ai vu ce match-là, à la fin de ce match-là, je me suis dit, ça risque d'être mon match de l'année. Et même si c'était au mois d'avril, ça n'a pas changé. C'est Will Ospreay contre Bryan Danielson
à Dynasty. Ouais. Quel match Écoute, technique incroyable. C'était fou. c'est ça, je l'ai réécouté tantôt pour me rappeler pourquoi j'avais autant apprécié ce match-là et je crois que c'est juste genre la construction dans le temps au niveau de ce match-là. Tu sais, les deux commencent genre super genre analytiques à checker un peu, tu sais, ils essaient des affaires, tu sais, c'est un peu lent au début, mais tu les vois que les deux là, l'autre est dans la tête, les deux savent qu'ils sont les deux des meilleurs lutteurs au monde depuis toujours. Puis là, maintenant, ça pick up. Le beat, il pick up. Tu sais, les manœuvres, ça s'enchaîne un peu plus. Puis c'est tellement technique, justement, comme tu dis, comme match. Plein de manœuvres qui sont contrées constamment, tu sais, de manière qu'on s'entend pas. Tu sais, Mané, juste c'est ça, Osprey qui essaye le In and Blade puis il reçoit un Bullseye Koni, genre sur le side de la tête, out of nowhere. Écoute, des affaires incroyables. Puis c'est le match qui, en plus, qui a comme lancé une histoire pour le reste de l'année. Parce que, tu sais, là, à ce moment-ci, on est en avril, donc Bryan Danielson est encore dans le BCC, Osprey est encore avec Don Callis qui est au commentaire, Nigel McInnes est au commentaire. Puis, tu sais, avec le recul, tu sais, à quel point on n'était pas pantoute à la même place qu'en ce moment dans les histoires, tu sais. Ouais. Fait que c'est comme super le fun de comme revisiter le match en sachant ce qui s'est passé par après. Puis, tu sais, avec le Tiger Driver 91, tu sais, qui a fait en sorte qu'à la fin du match, Bryan Danielson était comme en train de faker un gros accident, là, une paralysie. Puis, ça a comme lancé une histoire pour les 6 prochains mois d'après là, pour Will Ospreay. Fait que non, super bon match au niveau de la psychologie. Un match entre tu sais, un vétéran contre un plus jeune qui commence à être vétéran, mais tu sais Bryan Danielson qui est en plus qu'un vétéran, c'est rendu une légende. Ouais, une légende. On va dire ça plutôt. Fait que non, ça c'est le match qui est venu me chercher le plus en 2024. Et j'ai l'impression qu'il risque, moi aussi, de se retrouver très haut sur ma liste à moi aussi, et peut-être même la pole position. Donc, vous saurez le tout. Lorsque j'aurai vu également World's End pour voir, je me laisse... ça risque d'être dans l'épisode suivant World's End qu'on va faire ce retour sur toute l'année. Mais j'ai vraiment, moi aussi, apprécié ce match-là. C'est également mes deux derniers lutteurs favoris. Will, qui est encore mon lutteur favori présentement, et Bryan, qui l'a été pendant vraiment longtemps. Et c'était vraiment une belle rencontre entre les deux, qui n'a pas déçu et qui a de mémoire. J'allais le réécouter moi aussi, mais il me semble qu'il n'y a eu aucun botch aussi dans ce match-là. On a eu un taux de... Comment dire, c'était très difficile, tout ce qu'on a fait, tous les enchaînements qu'on a fait, et que les deux, il n'y a pratiquement aucun botch, si c'est pas aucun botch à l'intérieur du match. C'était très impressionnant. Et ça a fait aussi c'est ça. Et comme tu l'expliques, ça s'est inscrit pour construire beaucoup de choses par la suite. Fait que vraiment un match important pour l'année et pour les deux lutteurs. Et in-ring écœurant. Fait que moi aussi, j'ai vraiment, vraiment, vraiment apprécié ce match-là. Et si jamais tous ces matchs-là ont été analysés à quelque part dans les vidéos, fait que faites des recherches côté des sommeliers si vous les retaper avec des images et un peu des impressions. Vous allez pouvoir voir ça dans les archives des sommeliers de la lutte. Ils sont tous là. Fait que je vais peut-être mettre les liens vers les chroniques en tant que telles découpées. Fait que dans les commentaires, vous pouvez aller voir ce qu'on a pensé le jour suivant quand on a analysé ces matchs-là. C'était vraiment des bons matchs. Merci Élie d'avoir partagé ton top 5. Et, ça fait plaisir. Et on aura éventuellement également un top 5 de tout le monde. Fait que vous pourrez nous partager, vous, quels sont vos matchs, quels sont vos lutteuses préférées, les différentes promos que vous avez appréciées, les différentes rivalités que vous avez appréciées à travers l'année. Donc, on se prend un petit questionnaire pour savoir un peu le pouls de tout le monde. Qu'est-ce qui va ravir la pole position. Il y aura évidemment des choix, mais il y aura tout le temps un autre que vous pourrez mettre si jamais on n'a pas mis un de vos choix à vous. Donc, ça s'en vient dans les prochaines semaines. Ça va être plus en janvier qu'on aura terminé d'analyser tout ça et qu'on aura terminé également de faire les différents réveillons de Noël, réveillons du Nouvel An. Fait que quand on va digérer notre tortillère, ben, on va pouvoir vous faire des questionnaires là-dessus.
Donc, merci, Eddie, de nous avoir partagé déjà ce premier top 5 de ton côté. Et on y va, justement, avec le dernier pay-per-view de cette année 2024 qui se termine avec World's End du côté de la All Elite Wrestling. Une carte quand même relevée déjà. Et probablement que 2 ou 3 matchs seront ajoutés, comme toujours, à cette carte-là. Du Déjà moins bien sur remplie. le pré-show, parce que là, il n'y a rien sur le pré-show. Puis Ouais. d'habitude, All Elite, ils font au moins 4 matchs sur le Ah pré-show. oui, exactement. Puis on a déjà teasé, tu sais, Jericho tourne autour de Big Boom et AJ. Est-ce qu'on aura quelque chose encore de ce côté-là? Avec peut-être également des petites revanches de perdants de la classique continentale. Donc, est-ce que Garcia va défendre sa ceinture? Est-ce que Darby Allin s'en viendra au coup avec d'autres personnes qui ont également perdu dans la continentale? Probablement, ça sera ajouté, mais pour l'instant, ce n'est pas officialisé. Donc, ça ne se retrouvera pas dans notre analyse aujourd'hui, ni dans le questionnaire que vous pouvez répondre en dessous. Donc, on va commencer ça tout de suite à tout seigneur du tonnerre. Le tournoi qu'on a eu dans les derniers mois de la Continentale classique. Donc, écoute, pour faire un bref résumé de tout ce qui s'est passé, on a 2 ligues et ça se fait un peu comme il y a à la New Japan pour le tournoi G1 Climax. Donc, tout le monde doit s'affronter dans sa ligue. Fait que, du côté de la ligue bleue, on avait Shelton Benjamin, Briscoe, Carl Fletcher, Daniel Garcia, Beast Morto et le champion, Okada. Et du côté de la Gold League, on avait Darby Allin, Claudio Castagnoli, Brody King, Commander qui remplaçait Juice Robinson qui s'est blessé à la suite du premier match, Will Ospreay ainsi que Ricochet. Et les 2 personnes de chaque tableau qui ont gagné. Et cette année, il n'y a pas eu d'égalité. Hein. On a eu une espèce de triple égalité l'an dernier. Mais cette année, non. Seulement 2 personnes se sont classées. Et du côté des Bleus, c'est Carl Fletcher et Kazuchika Okada, le champion et titulaire du dernier de cette ceinture-là. C'est pas lui qui a gagné l'an dernier le tournoi. C'était Monsieur Eddie Kingston, qui n'est pas dans ce tournoi-ci. Et du côté de la Ligue d'or, c'est Ricochet et Will Ospreay. Will Ospreay par une petite marge parce qu'il avait battu Claudio Castagnoli. Donc il avait l'avantage, même si les deux avaient le même nombre de points. Ce qui fait que pour le pay-per-view, on va voir les demi-finales, puis les 2 gagnants, comme dans le temps, vont s'affronter en finale probablement plus tard sur la carte. Fait qu'on va commencer par les 2 premières demi-finales. La première, c'est un rematch qu'on a eu entre Will Ospreay et Carl Fletcher. Un excellent match qu'on a eu dans les derniers mois, qui a vraiment propulsé, je trouve, Carl Fletcher à un nouveau sommet dans le haut de la carte, qui a vraiment, je trouve, pour le personnage en tant que tel, pour le lutteur en tant que tel, tout est plus clair depuis qu'il y a eu un peu ce turn-là contre Will Ospreay, contre son meilleur ami. Et ben là, on va avoir le rematch de ça, parce que c'était Carl qui était, pour plusieurs, moi le premier, avait été surpris que Carl remporte ce premier affrontement-là. Et là, ben, en demi-finale, on va pouvoir avoir la revanche entre Carl Fletcher et Will Ospreay. Toi, de ton côté, tu t'attends à quoi de ce match-là? Ben, écoute, je m'attendais à ce qu'il y ait un rematch entre Ospreay et Fletcher pas longtemps après le match de Full Gear. Puis justement, la Continental Classique est l'occasion parfaite pour faire ce genre de choses-là. Parce que, ben, ils saillissent déjà. Puis en plus, là, il y a un enjeu. C'est un tournoi. Fait que là, je trouve ça intéressant qu'on ait des match-ups d'une ligue à l'autre en demi-finale et pas juste une finale pendant le pay-per-view. Ça file un peu comme le King of the Ring. Là, il y a des matchs de demi-finale dans le pay-per-view. Ce que je m'attends, ben, si on suit la logique, je vois mal. Parce que là, justement, c'est première position de la bleue contre deuxième position de la gold, puis l'inverse ensuite. Je vois pas 2 personnes de la même ligue se rendre en finale. Fait que je pense qu'il va y avoir un match qui n'a pas eu lieu dans les dernières semaines qui va se rendre en finale. Donc, selon moi, les 2 options possibles pour la finale, c'est Okada, Ospreay, Ricochet, Fletcher. OK. Donc, et écoute, parce que pour la finale, j'hésite vraiment encore. Je vais vous avouer tout de suite. Pour les demi-finales, par contre, en suivant cette logique-là, moi, là, le match qu'on parle en ce moment, c'est Fletcher-Ospreay. Ouais. Je vois Ospreay avoir son win-back contre Fletcher. Ils vont pouvoir se revoir dans pas long, dans un rubber match qu'on appelle, là,
quand on a un 2-2-3, le troisième match. Mais je crois que ça va être un excellent match et que Ospreay va gagner celui-ci. Ouais, puis Ospreay, à l'intérieur du tournoi, hein, mentionnait souvent il me faut mon momentum, j'ai perdu mon momentum à cause de lui, tout ça. Fait que c'est un peu aussi son arc de rédemption hein, à Will Ospreay. Et je vais être d'accord avec toi. Moi aussi, je vois Will Ospreay remporter ce match-là. Parce que, écoute, un peu tout ce que tu as dit, mais je pense qu'il pèse le plus lourd dans la balance, c'est le côté que ça va faire 1-1 entre Kyle et Will. Et j'ai l'impression qu'on va installer un troisième match dans les mois qui suivent. Donc, écoute, c'est dommage pour Kyle Fletcher parce que, oui, même s'il n'a pas tout gagné clean ces matchs à l'intérieur de la Continentale, j'ai trouvé qu'il a ressorti fort, même si des fois il gagnait en trichant, des fois un peu surprenamment également, là, notamment contre Okada. J'ai trouvé ça très surprenant, la manière que ça s'est terminé. Donc, écoute, je vais y aller, moi, avec Will Ospreay qui va battre Kyle Fletcher. De peine et de misère, par contre. Fait que je m'attends à ce qu'on ait un Will un peu magané pour la finale. Je m'attends pas à ce qu'il en ressorte indemne nécessairement. Fait que ça sent le bandage quand il va arriver plus tard dans la soirée. Deuxième match, bon, c'est l'autre demi-finale. Donc, on a Ricochet contre Kazuchika Okada. Ricochet qui, tranquillement, pas vite, écoute, il tourne autour du Hurt Business, du Hurt Syndicate, désolé, depuis quelques semaines. C'est fait un peu genre rejeté il y a 2 semaines, le 18 décembre, lors de Dynamite. Et là, je sais pas, on tease des trucs que je sais pas trop, ça sera vers où, mais ça me surprendrait pas qu'au final, ils changent un petit peu leur chemise et que Ricochet réintègre d'une quelconque manière le Hurt Syndicate. Moi, on dirait que c'est ce que je vois. Je trouve que ça. Comment on nous le vend, puis un peu l'attitude méchante, tranquillement pas vite, que Ricochet a, irait bien avec le Hurt Syndicate. Et je pense que ça lui donnerait également quelqu'un au micro, qui est quand même excellent, parce qu'il n'est pas nécessairement la force de Ricochet. Donc, et de l'autre côté, on a Okada qui, depuis qu'il est plus entouré de The Elite, je sais pas comment dire, tranquillement pas vite, lui, retourne du côté des gentils. Ou du côté des cools. Je vais peut-être pas dire les gentils, mais du côté des cools, c'est fait également avoir par des tricheries. D'habitude, c'est des faces qui perdent de cette manière-là à l'intérieur du tournoi. Fait que, est-ce que, tranquillement pas vite, on a une espèce de mini-switch, mini double turn peut-être à l'intérieur de ce match-là qui arrivera, qui concrétisera les choses. Écoute, j'ai hâte de voir. Pour qui va gagner, je vais commencer, moi de mon côté. Moi, je vais y aller avec Okada parce que je suis un puriste. Puis j'aime ça que le champion défende sa ceinture pour vrai. Fait que je vais amener Okada en finale. Et ben là, on aura un Will Ospreay Okada qui est quelque chose qu'on a vu quand même plusieurs fois à la New Japan, mais qu'on n'a pas encore eu du côté de l'All Elite Wrestling. Et je pense que les deux qui ont qui ont le cardio nécessaire également pour faire 2 matchs. Je pense qu'également Ricochet est capable de faire 2 matchs en même soirée. C'est pas ça le problème. Mais je pense que c'est ce qui attirera le plus d'œil sur le produit à long terme. Fait que moi, je vais de ce côté-là. Toi, de ton côté? Ben, écoute, vous avez vu mon non-verbal depuis tantôt, c'est exactement ça. Okada, qui est le champion défendant, un peu à la même manière qu'Eddie Kingston l'année passée, qui a mis ses 2 belts en jeu pour pouvoir en gagner une 3e dans le tournoi. Je pense que le champion mérite au moins de se rendre en finale du tournoi. Et c'est correct qu'Okada gagne contre Ricochet. Je pense qu'il est en train de s'enligner vers un petit changement de personnage, comme tu dis. Puis ça serait bénéfique pour lui de plus être l'espèce d'Okada surpayé qui fait juste dire bitch et apparaître de temps en temps à télé. Je pense qu'on est dû pour avoir des gros matchs d'Okada à la AEW. Et non, c'est ça. Puis en plus, suivant la logique que je viens d'expliquer, comme quoi, ben ça va être 2 personnes qui ne sont pas affrontées récemment, 2 personnes de ligues différentes. C'est sûr qu'en disant Ospreay, ben Okada doit gagner aussi. Ouais. Fait que là, selon nous, là évidemment dans le questionnaire, ça va être parce qu'on pourrait pas dire qui, fait que ça va être seulement qui va gagner entre lui ou lui. Fait que le gagnant entre Ospreay et Fletcher versus le gagnant entre Okada et Ricochet. Fait que même si, mettons, vous avez pas mis la bonne personne qui gagne, vous avez quand même une chance de remporter si jamais vous avez mis le bon gagnant du bon match. Fait que là, nous, dans notre cas, c'est
Osprey contre Okada, mais vous, peut-être, ce sera Fletcher contre Fait que là, Ricochet. il n'y aura pas de questions pour la finale, c'est ça? Non, il va y avoir des questions pour la finale. C'est juste que Ok. qui vous allez mettre gagnant entre Okada ou Ricochet. Puis l'autre côté, ça va être Fletcher puis Osprey. Fait que vous allez quand même devoir se mouiller. De l'affrontement arrivera gagnant. Et moi, de mon côté, que ce soit Osprey ou Fletcher, j'ai l'impression que c'est de ce côté-là qu'on ira pour remporter la Continentale. Fait que je vais y aller avec Will Ospreay, dans mon cas. C'est ça, pour amener Okada ailleurs un peu, avec d'autres histoires. Puis j'ai l'impression qu'éventuellement, The Elite reviendra et auront probablement peut-être un aura plus de gentils où ils seront mis en opposition aux Death Riders. Donc, lorsque ce jour arrivera, j'ai l'impression qu'Okada fera partie des gentils. Et en attendant que ce jour arrive, ben, on ira lui faire des petits dodos le temps que tout ça se concrétise ou qu'il y ait quelque chose de plus majeur dans l'histoire des Death Riders qui arrive. Puis, ben, c'est ça qui va pouvoir nous revenir avec un peu un genre de nouveau personnage ou un nouveau clan qui sera apprécié du public. Fait que j'allais avec Will qui aime ça aussi, être là toutes les semaines, défendre ses trucs. Et j'ai l'impression que ça fait très bien des matchs techniques continentales où personne ne peut être sur le bord du ring. Ça pourrait le mettre de l'avant. Puis si les différentes personnes, il y a quand même plusieurs méchants là, de cette compagnie-là. Mais si Ricochet également concrétise son return, mais ça pourrait être un autre aspirant également à cette ceinture-là. Peut-être un éventuel match, Carl Fletcher aussi. Fait que je trouve que c'est Will qui a le plus de contender sous la cravate si jamais. Il y a de contender intéressant. Donc je vais aller avec Will Ospreay qui remporte ce tournoi-là. Toi, de ton côté? Ben écoute, je suis hésitante parce que tu sais, c'est correct que le champion réussisse à overcome everything puis garder sa ceinture. Sauf que comme tu dis, je crois qu'à ce moment-ci du règne d'Okada, à ce moment-ci de l'année, et surtout le fait que Will Ospreay a besoin d'une victoire en ce moment, je crois que Will Ospreay va l'emporter contre Okada et que ça va amener à un troisième match justement entre Ospreay et Fletcher qui va pouvoir défendre la ceinture, disons par exemple. Puis Okada a fait ce qu'il avait à faire avec ça, c'est-à-dire pas grand-chose. Parce que, ben c'est ça, je trouve pas qu'Okada a fait grand-chose avec cette ceinture-là, puis que ça a été bénéfique à un point ou un autre dans la dernière année. Parce que je crois qu'il l'a gagné en mois d'avril, quelque chose comme ça. Quand même t'sais. très tôt, oui. Mais ça a plus quasiment été un bijou. T'sais, un bibelot sur Tout à l'épaule. fait. On Pour, veut donner une belt à Okada, puis ouais. on lui donne ça. Tu sais déjà qu'il y a tellement de belts que celle-là est pas tant significative, autre que autour du tournoi continental. Mais tout le reste de l'année, c'est juste une belt qui est défendue sur des règles comme quoi les matchs sont maximum 20 minutes, je crois. Puis Pas personne qui peut être qu'il n'y a ringside. pas d'intervention qui est acceptée. Fait que c'est pas la belt la plus incroyable à AEW. Mais là, c'est ça. En ce moment, je crois que ce serait plus bénéfique que Ospreay la remporte pour un petit règne et qu'il puisse la passer à Carl Fletcher, par exemple. Ouais. Ou même Ricochet, là, tu sais. Fait que je vois Will Ospreay gagner. Je suis très reconnaissante qu'on ait finalement un match à la AEW entre Okada et Ospreay. C'est bien sûr, nos prédictions de la première ronde des demi-finales sont bonnes. Fait que non, je pense que juste avoir ce match-là entre deux incroyables lutteurs qui vont être à leur deuxième match de la soirée, ils vont nous amener un gros match. Je sais pas s'ils veulent finir le pay-per-view avec ce tournoi-là ou si ça va être le main event. Je suis encore très hésitante sur cette question-là présentement. Ou si ça va être le match de championnat, je veux dire, qui va être main event. Ouais. Ben, j'en parlerai un peu plus tard, mais je trouve que ce pay-per-view-là mériterait de ne pas avoir la ceinture principale en main event. Et c'est pas juste la finale de la Continental Classic qui pourrait être en main event. C'est un autre match aussi qu'on va parler plus tard. Fait que c'est ça.
suis bien intrigué de voir quelle direction ils vont aller pour le main event. Exact. Et ce sera une question aussi dans le questionnaire. Quel match vous allez mettre en main event? Vous pouvez répondre en suivant le lien en dessous du vidéo ou de l'audio, ou peu importe où vous l'écoutez. Prochain match. Écoute, un match qui a, je sais pas comment dire, c'est comme la suite de l'an dernier, la fin, ou en tout cas la fin début de cette rivalité-là de World's End entre MJF contre Adam Cole. Bon, les blessures sont venues dérailler très souvent ce plan-là que Tony Khan avait en tête. Et il a décidé de rester parce qu'il avait son histoire à raconter. Fait qu'il va nous la raconter. Et maintenant, les rôles, tout a été inversé. Fait que Adam Cole est redevenu gentil, même si c'est lui qui avait trahi l'an dernier MJF. Et MJF, ben, il est méchant parce que c'est MJF. Et cette fois-ci, l'enjeu, entre guillemets, et le Diamond Ring de MJF. Une bague qu'il n'a jamais perdue. À chaque fois qu'il l'a mis en jeu, il l'a toujours remporté. Donc, est-ce qu'il va, encore une fois, la gagner, je pense, pour une 5e fois de suite? Ou est-ce que Adam Cole mettra la main sur cette bague-là? Écoute, cette histoire-là est comme difficile à expliquer tellement elle fait pas beaucoup de sens, même si on a mis beaucoup de temps d'antenne là-dessus. Fait que je pense que c'est ça. Les blessures sont venues dérailler beaucoup de plans, mais au final, on se ramasse avec un MJF méchant qui affronte un Adam Cole gentil, et Adam Cole qui sera accompagné des 2 autres personnes qui ont à l'époque trahi MJF, qui sont Matt Taven et Mike Bennett. Qui a-tu gagnant dans ce match-là? Et écoute, pourquoi Tony Khan tenait à ce qu'on le vive, cette fin-là? Et c'est le match que je crois qui pourrait peut-être être le main event. Et j'explique pourquoi présentement. C'est ça, je suis vraiment mitigé, genre moitié-moitié, à est-ce qu'on met ce match-là en plein milieu de pay-per-view pour juste conclure l'histoire, ou si on met ça en main event parce que ça va faire genre l'histoire de l'année passée qui se termine au même pay-per-view, parce que justement, comme on l'a dit, au World's End l'année passée, le reveal que le Devil et Adam Cole avec le nouveau clan, avec Wardlow, Taven, Bennett, puis Adam Cole. Et là, je me dis, ben écoute, il pourrait carrément nous mettre le contraire de ce qui s'est passé l'année passée, c'est-à-dire le clan qui se retourne contre Adam Cole puis qui vont avec MJF. Oh là là. Pas impossible. Moi, j'espère qu'on va avoir une fin claire parce que je laisserai pas ça encore plus s'enfarger dans les fleurs du tapis de cette histoire-là, parce que là, ça devient un peu complexe déjà. On comprend pas tout pourquoi la logique de tout ça. Si en plus on me rajoute une nouvelle manque de logique de tout le monde s'en va du côté d'MJF parce que c'est le méchant. Écoute, ça sera pas le meilleur booking que j'aurais vu de ma vie, mais j'en ai vu des pires quand même. Mais tu sais, ce match-là est probablement le match qui a le plus de chances d'avoir un gros turn dans ce pay-per-view-là, parce qu'il y a Kyle O'Reilly qui tourne autour de tout ça. Kyle O'Reilly pourrait tourner sur Adam Cole facilement. Il est comme fâché aussi, tu sais, clairement, contre Adam Cole depuis longtemps. Fait que, pour des raisons aussi, c'est comme expliqué, mais qui sont plus ou moins claires aussi. Fait que, il est fâché. Fâché contre Adam parce qu'il n'aide pas ses amis. Il nuit à ses amis plus qu'il les aide. C'est un peu l'explication que O'Reilly a. Fait que ouais, ça se pourrait que tout le monde se retourne contre Adam Cole. Mais ça serait spécial si ça arrive. Au niveau prédiction, je vais y aller avec ce que je veux qu'il arrive. Okay. Vraiment, parce que je vais être mordicus avec ce que je veux qu'il arrive. Ce que je veux, c'est que ce soit pas le main event et que non seulement... Parce qu'en ce moment, MJF n'a pas besoin d'un win. Adam Cole a besoin d'un win beaucoup plus dans cette histoire-là. Et on pourrait mettre fin aussi à la maudite histoire de la Dynamite Diamond Ring. Adam Cole pourrait juste gagner puis se débarrasser de la ring. Puis on finit cette histoire-là entre les deux. Les deux passent à autre chose. Et tout le monde est content. Ouais. Fait que ma prédiction, c'est ça parce que je veux que ça arrive parce que ça a tellement boité cette histoire-là. Ouais. Ça a tellement... Ça a boité à cause... bien commencé, on s'entend, ça a bien commencé. Ah, très bien. Mal. Ça a boité parce qu'Adam Cole a décidé qu'il boitait en descendant du ring, en se pétant à cheville, alors qu'il était supposé faire un save tout simple à la fin d'un pay-per-view. Et cette
ce boitage-là, littéral, a fait boiter l'entièreté de la storyline. Et écoute, moi, le plus ironique, ce serait que si les étoiles et si les dieux de la lutte s'alignent, ça serait quand même ironique qu'il y ait une blessure en début de match de ce match-là qui fasse encore une fois dérailler le plan. Et qu'un ou l'autre doivent changer les plans parce qu'une blessure vient à un ou l'autre des lutteurs. Écoute, ça serait une manière un peu poétique de faire que tout ça continue de prendre le champ. Écoute, moi, je vais y aller. Je vais y aller avec Adam Cole qui l'emporte. Et c'est ça, qu'on arrête tout ça, qu'on passe à d'autres choses des deux côtés. Et qu'on se reverra dans 4-5 ans, peut-être ailleurs, pour construire une meilleure histoire à ce moment-là, parce que cette fin-là semble... C'est ça. Clairement, il y a quelque chose peut-être qu'on veut nous raconter, peut-être un match que les deux gars se sont réservés de faire et qui souhaitent vraiment nous montrer le in-ring potentiel entre les deux. Mais c'est ça, je pense que pour comment s'arriver à un match, ça n'a pas été la meilleure construction, fait que j'espère que ce sera la dernière fois qu'on croisera le chemin d'MJF et Adam Cole. Et pourquoi pas Adam Cole qui sort victorieux de tout ça. À voir. Ben, je vous dis, si le match est en milieu de pay-per-view, c'est ce qu'on vient de dire qui va arriver. Si le match est main event, c'est parce que MJF gagne et qu'il y a un turn du clan. Good. À voir. Je dis ça de même. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Prochain match. Un match, écoute, que au courant du dernier mois a été un peu construit, écoute, de manière un peu à la Tony Khan, on va se le dire. Là. Du jour au lendemain, on annonce que la fin du contrat de Powerhouse Hobbs s'est terminée avec la Don Callis. Et pour cette raison-là, ben, Powerhouse Hobbs il est rendu gentil puis il veut s'en prendre à la Don Callis. Et le représentant de la Don Callis, à travers tout ça, ben, c'est Konosuke Takeshita, qui est, comme ça donne bien, le champion également, international. Donc, un espèce d'affrontement à l'intérieur de la Callis Family, mais que là, on n'est plus à l'intérieur de la Callis Family. La Callis contre les anciens membres de la Callis. Et un Powerhouse Hub sous de nouveaux jours quand même. Écoute, c'est un peu inespéré aussi, un push genre concret, là, tu sais, qui est pas juste faire valoir, qui est pas juste un peu le gros monsieur à l'intérieur d'un clan, mais que là, on le pousse solo. Est-ce que ça durera? On verra. Mais au moins, pour ce pay-per-view-là, il est mis dans une chaise qu'on l'a pas vu souvent à l'intérieur de sa période à la All Elite Wrestling. Et qui, écoute, il a le look, puis je le trouve pas mauvais non plus, in-ring, Powerhouse Hub. Fait que j'ai quand même hâte de voir l'affrontement entre les deux. Takeshita, écoute, est capable du très très bon, mais des fois, c'est un peu... quand la chimie pogne pas avec son adversaire, ça finit flat un peu. Fait que quelle version on aura de Konosuke Takeshita contre Powerhouse Hub? Je vais y aller de mon côté avec une victoire de Takeshita. Donc, toi de ton côté, as-tu autre chose à ajouter sur la construction et qui as-tu gagnant pour ce match? Mais ce que je trouve intéressant, c'est d'avoir un affrontement entre Takeshita et un lutteur un peu plus powerhouse. Hobbs, il porte bien son nom pour ça. On a vu Takeshita contre des lutteurs un peu plus, je dirais pas petits, mais moins stiff, moins gros. Au niveau de la shape. Puis là, ça va être intéressant de voir le mélange des deux styles. Puis, comme tu dis, le match a quand même du potentiel, vu qu'on n'a pas trop d'attente, parce que je pense que quand même le match qui est sur papier, sur la carte, semble le plus faible. Et le moins intéressant, disons. Au niveau de la construction, moins intéressante, exactement. Fait que moi, également, je vois pas Takeshita perdre sa ceinture en ce moment. Donc, je vais avec Takeshita aussi. Puis j'espère un bon match entre les deux. Ouais, et j'espère qu'on mettra pas ce match-là à une place où on va être tanné. Là, j'espère qu'on va le mettre relativement tôt sur la carte pour donner une chance à ce que le public soit encore dedans. Parce que si tu me le mets, mettons, dans la dernière moitié du show, j'ai l'impression que les gens vont être comme « Ah, c'est vrai, il y a ce match-là ». Plutôt qu'être un peu encore excité parce que c'est le début de la carte. Fait que j'espère que le positionnement du match sera à la bonne place pour permettre aux deux gars
d'avoir un public réceptif un peu à ce qui se passe et non pas épuisé de tout ce qu'il a vu déjà sur la carte. Ensuite, on a 2 matchs féminins pour les 2 ceintures féminines. On va commencer ça avec le match de Mercedes Moné qui affrontera Chris Statlander. Les 2 madames se courent autour depuis quand même quelques temps, 2 mois au moins. Lorsque... Ouais, ben, le match que tu as parlé tantôt en tes matchs de l'année, c'est suite à ce match de l'année-là que Statlander est devenu gentil et s'est mis à viser l'honneur de Mercedes Moné, la ceinture de Mercedes Moné. Et entre-temps, Mercedes Moné, écoute, dans le dernier 2 mois, a quand même sorti ses meilleurs matchs. Oui, à l'intérieur de la All Elite, mais également à l'extérieur. On a été un peu partout sur la planète et on a sorti des excellents matchs, des échos que j'ai eus. Donc, je pense qu'il y a un match à la Fédération du Mexique qui a été excellent. Est-ce qu'elle nous sortira encore une fois un bon match? Moi, je trouve que les meilleurs matchs de Mercedes Moné, c'est lorsqu'elle est contre une madame forte. Et Chris Statlander est probablement une des plus fortes lutteuses sur le payroll de Tony Khan. Donc, j'espère qu'on aura un excellent match. Le premier a quand même été bien, il a quand même été bon. C'était excellent. Moi, Ouais. c'était mon match préféré Ouais. du dernier pay-per-view de la All Elite Wrestling. Je trouve ça très intéressant qu'on ait un rematch. Et c'est pourquoi je crois que c'est le moment que Mercedes Moné va perdre sa ceinture. Bon. Ça y est, là, Camille n'est plus autour d'elle. Ouais. Déjà, au dernier match, elle l'avait laissé backstage, puis elle est allée gagner le match seule, un match qui était solide de la part des 2 lutteuses. Et là, je crois qu'on a fait le tour au niveau de cette ceinture-là pour Mercedes Moné et que ça va être le temps de la passer à Statlander, qui a eu une très bonne année. Une très bonne année pour Chris Statlander. Des très bons matchs. J'en ai parlé tantôt avec le match avec Willow. Tous les matchs avec Willow, ça a super bien été. Le match avec Mercedes Moné le mois dernier, ça a été excellent. Et je crois que là, il pourrait nous livrer un autre très bon match encore une fois, mais je crois que le résultat va être différent du mois passé, par contre. Ouais, puis Chris, c'est pas mal la ceinture également, la TBS, qu'elle a eu dans le passé. Donc, si elle la remporte, ce sera un nouveau règne de plus autour de son truc de trophée. Hein, pour dire, j'en ai gagné une de plus. Ça va être sa 3e fois déjà avec la TBS. Donc, écoute, je suis un peu... je sais pas, je sais moins, lui. Je suis assez d'accord que Statlander serait temps, mais on dirait depuis le début... Il n'y a rien qui fait perdre Mercedes Moné. Fait que je vais continuer de dire que Mercedes Moné va l'emporter parce qu'elle ne perd pas depuis qu'elle était à All Elite Wrestling. Ça serait le bon moment de la faire perdre, mais j'ai pas l'impression que c'est vers là qu'on va, mais j'espère me tromper parce que j'aimerais ça que peut-être elle aille du côté de l'autre ceinture éventuellement, alors que là, ben, on la sépare vraiment de toutes les autres lutteuses qui tournent autour de l'autre ceinture. Fait que je pense que ça pourrait être... C'est l'impression que j'ai qu'il faudrait qu'elle s'en aille vers l'autre ceinture présentement. Donc, fait que, à voir, effectivement. Et peut-être que, écoute, Camille arrivera et causera peut-être une petite rivalité intermittente dans ce changement de titre-là. Ça pourrait être une bonne manière aussi de faire perdre Mercedes Moné sans la faire perdre vraiment. Donc, protéger son aura. De ce que je lis, ça se pourrait qu'on ne voit plus Camille. Effectivement, ça se pourrait aussi. Fait que, c'est pas confirmé. Fait que ça se peut qu'on la revoie dans cette histoire-là. Mais écoute, on va voir ça. À suivre. On va vers où. Mais bon, je vais quand même y aller du côté de Moné, de mon côté, parce que trop souvent, j'ai pas mis Moné et c'est pas arrivé, ce changement-là. Donc, première différence de prédiction. Quand même, première grosse différence, même si il y a des trucs que je suis moins certain. Celle-là, je pense que les deux, on est quand même certains de notre coup, fait que, mais on n'est pas du même bord. Prochain match, c'est l'autre ceinture féminine, donc Maria May qui affrontera Thunder Rosa. Et il y aura comme une petite sous-question, parce qu'à l'intérieur de cette construction-là, il y a comme Toni Storm qui est revenu dans le dernier mois. Et qui écoute, le nouveau personnage, qu'est-ce que c'est? Et j'ai hâte d'avoir ton hypothèse sur qu'est-ce que Toni Storm nous fait, parce que est-ce qu'elle ne se souvient plus de ce qui s'est passé? Donc, est-ce qu'elle est amnésique? Ou est-ce que c'est juste que c'était vraiment un autre personnage? Ou, et ça c'est plus ma théorie à moi,
ce n'est que du timeless Tony Storm à son meilleur parce qu'elle a décidé de faire du method acting et de faire un personnage qui durera peut-être 6, 7, 8 mois pour éventuellement aller regagner cette ceinture-là en timeless Tony Storm. Moi, je crois que c'est peut-être plus ça. Fait que là, elle essaie de jouer ses cartes et de reprendre la confiance de manière naïve auprès de son ancienne camarade Mario May pour éventuellement qu'on ait un bon petit turn à la genre Linda McMahon qui se lève et elle n'est pas paralysée. Mais là, Tony Storm qui, tout ce temps-là, n'était pas réellement amnésique ou peu importe ce qu'on nous raconte présentement de son côté. C'est un autre personnage ou juste deux personnes différentes. Fait que, écoute, première question, est-ce que Tony Storm tournera autour du match? Si oui, Ben, tourner autour du match, on parle autant le après-match. ouais, je vais mettre l'option. Fait que je vais mettre pendant le match, est-ce qu'il y aura une intervention ou est-ce que Ok. à l'intérieur du segment complet, donc avant, pendant ou après, Tony Storm aura quelconque impact et celle-là, moi je crois qu'elle ira dans le coin de Mario May et pour Moi, je crois que ça serait consolider sa après, confiance. j'aimerais que ce soit après le match parce que j'aimerais que ce street fight-là entre Mario May et Thunder Rosa ait lieu. Ouais. Et je crois que ça a le potentiel de voler le show. Parce que Mario May, dans cet environnement-là, elle pourrait faire quelque chose d'assez violent. Et de l'autre bord, Thunder Rosa a déjà prouvé en street fight et en lights out match à la AEW qu'elle pouvait être solide à faire des spots violent. Donc, ce match-là, j'ai très hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont nous livrer. Et c'est pour ça que j'aimerais que si Tony Storm a à intervenir dans l'histoire, ça se fasse après le match plutôt que pendant le match. Parce que j'aimerais ça avoir un résultat clair entre les deux. Et... Mais écoute, en même temps, c'est un street fight. Fait que c'est pas illégal si elle intervient durant le match. Fait que... Ouais, écoute, moi, je crois qu'il y aura une intervention, mais durant le match, parce que j'ai l'impression que ça l'installera une future rivalité entre Thunder Rosa et Tony Storm, qui sera un peu la petite mignonne de Mario May. Ils ont déjà eu une rivalité en plus ça avait bien été. Fait que, ouais, je crois que on va. Et aussi, ce qui me dit ça, c'est que Thunder Rosa, tu remarqueras, quand elle perd très, très, très rarement clean. Fait que, elle aime être protégée et c'est une manière de la protéger d'avoir une intervention externe qui vient ruiner son match. Donc, son aura restera intacte. Mario May restera championne. Et bien, ça participera à construire la prochaine rivalité qu'elle aura peut-être avec Tony Storm. Fait que moi, je vais y aller de ce côté-là et ça fera que Mario May baissera peut-être davantage sa garde à Tony Storm et la ramènera tranquillement pas vite autour d'elle et la manipulera, même si je crois qu'elle se fait manipuler. Okay. Moi aussi, je crois que Mario May garde sa ceinture pour ce match-là. Mais là, j'ai pas tout vu ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu déjà... Est-ce qu'ils sont croisés, Mario May et Tony Storm non, pas dans les faits. Son retour, pas encore. Il y a eu une... Je pense qu'après le match entre Mario May et Mina Shirakawa, il y a eu des présentations qui se font. Elle est juste revenue, puis c'est tout. Et des présentations se font à chaque fois. Donc, elle se représente à tout le monde du roster comme si elle n'avait jamais été... À chaque semaine? Ben, à chaque semaine, elle présente à tout le monde qu'elle a vu la semaine passée. Ben, dans le fond, elle vient voir, elle dit bonjour, c'est moi, Tony Storm, ravi de vous rencontrer. Elle a fait la dernière semaine, je crois, elle a fait Thunder Rosa, elle a fait également quelques lutteuses contre qui elle a eu des matchs dans les dernières semaines. Donc, c'est ça. C'est pas clair ce qu'elle fait. Est-ce que c'est amnésique? Est-ce qu'elle est tout simple? Ben, ça pourrait être aussi intéressant que c'est juste un peu à la Mick Foley, qu'il y a 3 personnages, puis que. Ouais. Et Tony Storm décide qu'elle a 2 personnages distincts, clairs, qui ne se connaissent pas. Là, de la manière que tu m'expliques ça, je vois que Tony Storm, parce que tu sais, on se rappelle juste avant qu'elle revienne amnésique, elle nous a swerve un peu sur les réseaux sociaux en faisant une entrevue dans laquelle elle était en timeless Tony Storm et qui disait qu'elle prenait sa retraite, c'était terminé la lutte. Mario May la championne, puis c'est merveilleux, profitez-en, puis on a puis tout. Puis là, après ça, à Dynamite Winter is Coming, elle est revenue dans son ancien personnage là, de Tony Storm avec
look un La peu rockers, un rock, exactement, tu sais. Fait que, ben, c'est soit que elle joue l'amnésie parce qu'elle a tellement honte de s'être fait prendre puis de s'être fait battre par Miami, ou bien que son idée, c'est je vais faire croire que je me souviens de rien pour pouvoir avoir ma vengeance contre Miami. Je vais essayer d'y faire exactement ce qu'elle m'a fait, c'est-à-dire, elle m'a fait croire qu'elle était de mon bord pendant un bout, puis elle a turn contre moi. Moi, je vais essayer de l'amadouer pour être comme sa sidekick pendant un bout, pour finalement me tourner contre elle de la même manière qu'elle l'a fait. C'est mon hypothèse à moi. Ouais, c'est dans ces scénarios-là que ça risque de virer. Fait que, c'est pour ça que je la verrais bien s'inscrire à l'intérieur du match pour Ça. débuter ce rapprochement avec Mario May. Parce que le but, on s'entend, le but, c'est que Tony Storm puisse avoir un match en Australie, parce que le show Grand Slam en février va être en Australie. Tony Storm vient de la Nouvelle-Zélande, mais très populaire en Australie. Donc, je crois qu'on build vers le rematch de Wembley à Exact. Grand Slam en Australie. Et ce qui me laisse croire aussi qu'il y a un peu ce plan-là, c'est surtout le fait qu'il n'y a tellement pas eu de plan bien construit autour de Mario May pendant un long bout, comme si on attendait de voir qu'est-ce que Tony Storm ferait. Et là, tout d'un coup, lorsque justement eu l'annonce de Tony de sa fausse retraite, là, les choses ont commencé à se placer un petit peu plus du côté de Mario May. Fait qu'est-ce que les choses, c'est ça. Je vois pas de coïncidence nécessairement dans la lutte. D'après moi, tout ça fait que il y a eu une entente quelconque pour peut-être un match justement à Grand Slam en Australie pour que Tony décide de revenir dans cette histoire-là. Et hâte de voir ce qu'on va faire avec ça. Fait que les deux, on y va du côté de Mario May dans tous les cas. Ça sera pas Thunder Rosa qui va enlever la ceinture à Maria. Et finalement, dernier match. Est-ce que ce sera le main event? On ne sait pas. Mais c'est le match pour la non-ceinture, parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, cette ceinture-là, de Jon Moxley, qui est champion sur papier, même si on ne voit pas sa ceinture, et qui affrontera cette fois-ci dans un Fatal 4-Way Orange Cassidy, Hangman Adam Page, ainsi que Jay White. Jay White. Donc tout le monde qui a un peu tourné, Hangman et Jay White ont un peu une confrontation dans les derniers mois qui s'est comme soldée un peu par une victoire de Jay White, mais toujours une rage aussi intense du côté de Hangman Adam Page. Et Orange Cassidy qui a tourné autour de Jon Moxley. Et écoute, on a décidé de mettre toutes ces histoires-là et les mettre dans le même boulier, le shaker, puis faire let's go, faites-nous un match à 4 pour cette ceinture-là. Et petite proposition qui a été faite lors du dernier Dynamite. On a Orange qui a demandé aux deux autres gars que hey, on se fait une petite alliance contre John, on y casse la gueule. Et une fois qu'on y a cassé la gueule, on se battra entre nous trois. Fait que ça va être une des questions dans le questionnaire. Donc l'alliance sera brisée par qui en premier? Parce que il y a également la possibilité de dire qu'elle ne sera pas brisée. Mais d'après moi, un des trois, est-ce que ce sera la rage d'Adam Page? Pour que quelqu'un gagne, ce match-là. Ouais, mais pour moi, je considère que s'il pète la gueule à Jon Moxley sans que personne s'attaque, l'alliance aura survécu. Mais si, avant que ça l'arrive, quelqu'un décide de faire un pin, décide de frapper quelqu'un, de rage ou de manière sournoise, comme Jay White capable de faire, ou peut-être que c'est le plan de Orange, qui sait, pour amadouer les deux autres. Donc, qui fera tomber cette alliance temporaire-là qu'on a installée dans le storytelling du match? Autre que ça, ben c'est ça, c'est un match à 4, pas de disqualification nécessairement. Fait qu'est-ce qu'on aura des gens qui viendront aider Jon Moxley à l'intérieur du match? Écoute, c'est un peu la méthode présentement des Death Riders d'intervenir d'une quelconque manière et de se sauver avec la victoire. Donc, qui as-tu gagnant de ce match? As-tu d'autres choses à ajouter dans ce build-up-là? Ben, les choses à ajouter, c'est. Fait que là, la feud entre White et Hangman, ça a fini, puis ils sont en allés vers un nouvel objectif qui est le même, c'est-à-dire la belt. Fait que. Est-ce que c'est terminé? Est-ce qu'on se refait un. J'ai pas tout vu, mais il me semble que le résumé du dernier mois, c'est ça que ça disait. Là. Ben écoute, ça se peut que ça fasse aussi comme un peu Swerve et Hangman. Donc, en début d'année, l'an dernier, tourne autour de la ceinture de Samoa Joe. Et
la rivalité se poursuivait, même si Ça. même si Parce que là, ils étaient dans les mêmes matchs. ils sont pas dans ma mentalité de on est la AEW et on se pogne contre les maudits Death Riders. Ben, Orange est C'est pas là-dedans, la mais j'ai pas Ouais. l'impression que les deux autres Les embarquent. autres, ils veulent vraiment juste la ceinture. J'ai l'impression que c'est plus ça. Fait qu'on va voir. C'est pour ça que j'ai. Pas de sens, là. Ouais, je m'attends à ce que quelqu'un Ouais. trahisse quelque chose à l'intérieur. Ouais. Que ça ne tienne pas longtemps, cette fausse alliance. Ouais. Ben, j'ai comme l'impression que c'est comme un simple chapitre qu'on va oublier, ce match de championnat-là. C'est pour ça que je vois difficilement comment ça serait le main event, alors qu'ils pourraient mettre quelque chose d'autre comme main event. Ouais. Tu sais, on a tellement été déçus dans les derniers mois en s'attendant à ce qu'il y ait un reveal au niveau des Death Riders que, tu sais, s'ils sont pour nous faire une autre fois que le main event, c'est On se John sauve en Moxley char. qui l'emporte puis qu'il se passe quelque chose comme ça, ça ferait juste être décevant puis rabaissé. Là, je sais que Darby Allin n'est pas sur le show, fait qu'il pourrait intervenir à la fin du match ou bien après le match comme la dernière fois, parce qu'on s'entend, l'histoire risque de virer que ça va être Darby Allin contre Moxley. Écoute, tous les scénarios sont bons pour ce match-là, mais le résultat, c'est Moxley qui gagne. Là. Il gagne. Il n'y aura pas de changement de ceinture. Il n'y aura pas de changement de ceinture. Non, mais non. Il n'y a pas de changement de ceinture là-dessus. Là. Je suis assez d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai allé avec une victoire de John C'est tout. Moxley. J'ai vraiment rien à dire sur ce match-là. Ça a tellement l'air comme shoehorn, puis comme juste... Ouais. Et un peu question bonus, qui sera sur l'entièreté de la carte, mais comme ça a plus rapport à ce match-là, est-ce que tu crois que Christian Cage, pour un autre pay-per-view, viendra teaser, viendra peut-être cacher? Est-ce qu'il réussira s'il cache son contrat, que là, ça fait quand même quelques mois qu'il traîne avec lui? Ça pourrait être une opportunité parce que je sais pas c'est quoi le plan qu'on a avec ça. J'ai l'impression que ça a commencé comme un peu juste une gimmick. Et là, on se sent un petit peu pogné avec le fait qu'il va falloir un moment donné qu'il cache. Puis quand ça va arriver, qu'est-ce qui va se passer? Écoute, j'ai l'impression qu'il viendra encore une fois tenter son cash-in. Est-ce qu'il viendra s'ajouter au match? Est-ce qu'il viendra à la fin du match tenter et se fera interrompre? Est-ce qu'il y aura un cash-in en bonne et due forme? Qu'est-ce que tu penses toi, de ça? Ben, je pense qu'on fait bien de nous teaser le cash-in à chaque fois parce que je ne crois pas que Cage va officiellement cash-in tant que John Moxley est le champion. OK. Parce que moi, je dirais, j'ai l'impression qu'il va peut-être cacher, mais perdre. Moi, c'est comme mon impression. Sur Moxley? Ouais, j'ai l'impression qu'il se fera avoir et Christian ne réussira pas son cash-in de son contrat. On dirait c'est l'impression que j'ai, vu que justement, j'ai pas l'impression que le plan de John Moxley. De toute façon, c'est très long terme, cette histoire-là, et elle n'est pas prête de se terminer, mais il va falloir que le cash-in à un moment donné ait lieu. T'sais. Ben, ça dépend c'est quoi leur intention. Est-ce qu'on a donné ce contrat-là à Cage pour qu'il devienne champion ou juste pour comme faire des petites histoires, là, des petits teases tout le temps, puis qu'il y ait un gros punch au moment du cash-in, puis qu'il perde? Parce que, tu sais, moi, j'aimerais ça que le punch soit qu'au moment où il décide de cash-in, c'est le retour de Luchasaurus qui le fait perdre, là, tu sais. Après toutes ces fois-là que Luchasaurus le fait gagner des contrats, des titres, puis tout ça. Mais, comme je dis, je vois pas Cage cash-in et gagner contre Moxley. Est-ce que je vois Cage gagner lorsque Darby Allin va gagner contre Moxley? Parce que je pense qu'éventuellement, on va s'en aller vers ça. Puis là, le gros swerve, c'est Cage qui gagne contre Allin. OK. Pour un petit règne, puis après ça, genre, le babyface, il revient, puis il gagne par la suite. C'est une possibilité, mais il y a vraiment beaucoup d'avenues et je crois que Cage qui gagne contre Moxley n'arrivera pas. Ouais. Ça, je suis sûr et certain à 100% là-dessus. Écoute, je suis assez. Moi aussi, je suis d'accord. Je pense pendant. Je vais être audacieux, je vais dire qu'il y aura un cash-in.
Je vais le mettre après le match, de mon côté. Et j'ai l'impression qu'une fois que la cloche aura sonné, on aura le retour de l'ancien meilleur ami, Christian, qui viendra faire dérailler son cash-in, M. Copeland. Ah, j'avais oublié que. Ouais. D'après moi, Il- M. Copeland il est proche, va peut-être arriver de manière surprenante et dire non, tu ne réussiras pas ton cash-in pour repartir en rivalité les deux un contre Très l'autre. bon point. Il est très proche d'un retour et ça pourrait se faire ce samedi. Ouais. Fait que je vais y aller là-dessus. Je vais y aller avec un petit retour lors de ce segment-là qui servira aucunement à l'histoire des Death Riders, mais plutôt à continuer l'histoire. Finir le pay-per-view avec ça. Ouais. Ou, ben, je pense que je vais y aller, moi, que la Continentale terminera quand même. J'ai l'impression que Ouais. s'il y a ce retour-là, c'est pas ça on va pas terminer avec ça quand même. Je trouve ça Parce que plus c'est intéressant, très surtout si c'est bien, Okada Ospreay d'avoir ça en main C'est event. ça, c'est que si ton main event peut être Ospreay contre Okada à la place d'un four-way, genre qui est pas tant Ouais. bien construit, j'ai l'impression que t'es mieux d'aller avec Ospreay puis Okada. Moi là, aussi. juste pour le name value. Exact, puis c'est assurément, lorsqu'on va regarder ce pay-per-view-là dans le futur, s'il y a ce match-là, c'est le match qui va attirer l'œil. Et ça serait bizarre qu'il ne soit pas positionné en main event s'il y a lieu. Fait que vous pouvez nous le dire, vous, qu'est-ce que vous pensez? Hein? Est-ce qu'on se trompe sur toute la ligne? Est-ce que vous voyez d'autres choses, vous, dans votre boule de cristal? Vous pouvez répondre au questionnaire. Comme à chaque fois, gros merci, Élie, de ton expertise, de nous avoir partagé. Ça fait ce que tu plaisir, vois. Max. Et si ce n'est pas encore, si voilà, mettons, la vidéo sort et c'est pas encore là, ça arrive sous peu, ce questionnaire-là. Donc, je le termine présentement au moment où on se fait. Fait que ça va dépendre qu'est-ce qui tire, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un rendu de vidéo, tout ça. Ça prend quelques heures normalement sur un podcast long comme ça. Donc, qu'est-ce qui arrivera en premier? Le vidéo qui sera rendu ou le questionnaire qui sera terminé. Fait que si jamais ça se termine rapidement, je vais le publier dès que possible. Et puis ça se peut que le questionnaire ne soit pas encore publié. Mais si jamais ça traîne un peu, j'aurai le temps de terminer le questionnaire. Fait que ça fait le tour pour ça. Pour les prochaines semaines, écoute, il va y avoir comme un peu un soft reset du côté des sommeliers de la lutte. Et qui commencera en même temps que la Raw Netflix qui arrivera. Fait que prochain épisode sera un review du show World's End qu'on vient de vous faire un preview. Et par la suite, tranquillement pas vite, début janvier, je recommencerai les dégustations selon qu'est-ce qui se passe. Et ça risque de tourner autour du premier Raw qui sera le 6 janvier sur Netflix, en espérant que le stream tienne, hein, parce qu'ils ont eu de la difficulté lors des combats de boxe la dernière fois à faire du live. Fait qu'on va voir si on aura des On va problèmes. voir, mais on s'entend que le premier Raw sur Netflix, ça semble être un pay-per-view. Là, à Exact. date. Ça risque d'être gros. Donc, on va avoir assurément. J'ai essayé. Très gros. Il y a des très bonnes chances que je fasse un retour de Le ce couvrir, Raw-là. ouais, tu vas le couvrir, je pense. Vraiment, oui. Fait que ça ressemble à ça. Puis sinon, entre-temps, on fera également, une fois que World's End aura passé, un épisode spécial. Que si les étoiles s'alignent, ça risque d'être le 100e. Fait que ça tombe bien. C'est un beau chiffre également pour faire le retour de l'année 2024 avec différents prix. Fait que soyez à l'affût des réseaux sociaux et des petits questionnaires que je risque de mettre pour savoir ce que vous, la communauté, avez pensé de l'année 2024. Et vous aurez en même temps ce que moi, j'ai pensé ou à qui je donne mes prix pour cette année-là, ce que j'ai le plus apprécié en tant que... Parce que j'ai tout écouté pas mal, ce qui se passe à l'art de l'élite et la WWE. Bon aussi. Il va y avoir également des prix citron, donc Des petits citrons, là, des ouais, pires. les pires trucs et également les moins bons, les moins bonnes idées qu'il y a eu à l'intérieur de cette année-là. Fait que, il y aura des choix qui pourront être mis. Vous pourrez également nommer d'autres choses si jamais je n'ai pas mis vos choix. Fait que ça s'en vient au cours des prochaines semaines. Mais en attendant, écoute, c'est quand même les vacances de Noël. Fait que on repart en visite, en famille, tout ça. Fait que on met un peu plus ça autour de la première ou deuxième semaine de janvier pour ces différents trucs-là. Fait qu'on risque de se revoir au Raw Netflix avant ces prochains épisodes-là. Et sinon, prochain pay-per-view qu'on risque d'analyser, ça risque d'être le Royal Rumble qui va être en preview. Donc, ça c'est début février que ça a lieu. Fait que restez à l'affût. Un gros merci tout le monde. Quand même, 2024, c'est la fin et c'est la première année des sommeliers, une année complète. Ça a vraiment été le fun. Écoute, ça a pris plein de tangentes. Ça a vraiment changé à travers le temps. Et on est rendu où on en est aujourd'hui.
Fait que très content de tout ça. Puis écoute, j'ai pas manqué de la lutte, moi, depuis un bon 15-20 ans. Et là, c'est la première année où j'ai pu le mettre avec un support visuel pour vous montrer, comment dire, vous donner mon avis, mon opinion de ce qui se passe. Fait que c'était très le fun à faire. Et ça va se poursuivre en 2025. Fait que, une année de lutte, j'ai vu tous les matchs qu'il y avait à la télé et tous les pay-per-views. Et je vais pouvoir vous donner mon avis partial quand même, mais au moins objectif parce que j'ai tout vu. De qu'est-ce que j'ai préféré, qu'est-ce qui a été les meilleurs coups. Et on va essayer de pas trop avoir de recency bias, donc un biais de qu'est-ce qui vient de se passer dans les derniers mois, mais bien se souvenir de l'entièreté de l'année. Parce que, d'après moi, le pay-per-view Revolution, il va être dans mes pay-per-views de l'année, dans les nominations, parce que c'était quand même excellent, même si ça fait un petit bout que ça a eu lieu. Gros merci, Eli, d'avoir été là. Je tiens à dire merci pour les sommeliers de la lutte. Merci pour tous ces podcasts-là. Je l'ai posté dans les commentaires sur Facebook. Vous étiez mon podcast numéro 1 dans ma rétrospective sur Spotify. J'ai tellement écouté. Donc, gros shout-out. T'as-tu reçu notre petit message? Des fois, les artistes personnalisés. Mais non, on n'était pas assez big pour ça. Le mien, c'était Weird Al Yankovic. J'ai streamé beaucoup de tunes de Weird Al cette année. Écoute, j'aime ça être en avant de Weird Al, mais que c'est lui qui est ton message. C'est que ça marche bien avec mon univers aussi. Fait que gros merci à tout le monde qui nous suivait, évidemment. Les fidèles auditeurs qui sont là depuis le début, Pierre-Paul, tout ça, gros merci de suivre le podcast depuis ses débuts. Et on continue ça en 2025. Fait que, on se revoit. Bonne année tout le monde. Joyeux Noël, joyeuse fête. Prenez soin de vous, de votre famille, de votre santé. Et on revient en force en janvier avec, écoute, la lutte est rendue sur les plateformes de streaming maintenant. Fait qu'il va falloir s'abonner à ça. Je pense que ça va être une bonne année. Ça va être une bonne année. Ciao, ciao tout le monde. Ciao. Abonne-toi, oh abonne-toi. Les sommeliers, c'est l'endroit pour la lutte et ses moments forts. 2 fois semaine, c'est notre accord.